Au dîner du réveillon du Nouvel An, ma belle-mère m'a dit de partir. Je suis rentré tranquillement chez moi. À minuit, mon mari a appelé, « Pourquoi as-tu coupé le chauffage ? Tout le monde gèle. » J'ai répondu, « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» À la table du dîner de Thanksgiving, les mots de ma belle-mère ont résonné, « Vas-y, retourne chez ta mère. » Ils m'ont forcé à sortir dans la nuit glaciale, une valise à la main. C'était mon appartement, acheté avec mes propres fonds avant le mariage. Pendant 3 ans, j'avais secrètement payé le crédit immobilier, les frais de copropriété, l'eau, le gaz et l'électricité. Je subvenais aux besoins d'une famille de 4 personnes, et c'était le remerciement que je recevais d'une femme qui m'avait toujours traité comme une étrangère. Ils pensaient que l'appartement appartenait à leur fils. Ils pensaient que j'étais une pauvre fille qui s'était accrochée à leur famille. Ils pensaient qu'après mon départ, je serais en larmes, les suppliant de me reprendre. Ce ne fut pas avant la fin de la soirée du 31 décembre. Ce ne fut pas avant que le chauffage ne s'arrête, que le gaz ne soit coupé et que l'eau ne cesse de couler. Ce n'est qu'alors que mon mari, paniqué, m'a appelé. J'ai éteint mon téléphone, allongé dans un lit douillet chez mes parents. Je me suis souvenu des mots de ma belle-mère. Qui penses-tu être ? En effet, qui étais-je ? Dehors, les feux d'artifice éclataient les uns après les autres. Mais à l'intérieur du salon, c'était aussi silencieux qu'une grotte de glace. Je venais de déposer le saumon fraîchement cuit au centre de la table. Ma belle-mère, Denise, ne l'a même pas regardé, repoussant immédiatement le plat avec sa fourchette. Une si forte odeur de poisson. Elle a fait une grimace. Comment as-tu pu cuisiner ça ? Combien de fois t'ai-je dit d'ajouter de l'aneth et un zeste de citron ? Tu n'écoutes jamais. Maman, j'ai tout ajouté, ai-je répondu calmement. Si tu l'avais fait, ça sentirait comme ça ? La voix de Denise a monté d'un cran. Tu fais tout négligemment, sans aucun cœur. Pour un jour férié comme celui-ci, tu ne peux même pas préparer un plat décent. Ma belle-sœur, Chloé, était allongée sur le canapé, se peignant les ongles d'un rouge vif et faisant défiler son téléphone. Sans lever les yeux, elle a ajouté, « Maman, qu'attends-tu d'elle ? Éléonore n'a jamais été douée en cuisine. Ce n'est pas comme notre famille. Tu m'as tout appris dès mon plus jeune âge. Je cuisine mieux qu'elle maintenant. » Je n'ai rien dit et suis allé à la cuisine pour les autres plats. Derrière moi, j'ai entendu ma belle-mère soupirer. À quoi pensait Arthur quand il l'a épousée ? Cette fille que je lui avais trouvée était si charmante, douce, une merveilleuse femme au foyer, et elle cuisinait magnifiquement. « Maman, arrête », a finalement dit Arthur. Son ton était calme, comme s'il le disait juste pour la forme. Je suis revenu à table avec le dernier plat, un rôti de porc. Ma belle-mère s'en était déjà coupé un morceau. Après avoir pris une bouchée, elle a immédiatement grimacé et recraché la viande dans son assiette. Qu'est-ce que c'est ? C'est trop salé et coriace. Tu essaies de nous empoisonner ? J'ai suivi la recette, ai-je dit. La recette ? Chloé a ricané. Éléonore, tu dois cuisiner avec ton âme, pas seulement suivre les instructions. Cela demande une certaine éducation, une habitude inculquée depuis l'enfance. Le mot « éducation » m'a piqué comme une aiguille. J'ai levé la tête et regardé le visage délicat de Chloé. Elle avait 26 ans. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle n'avait jamais trouvé de travail, vivant au crochet de ses parents. Ses principaux loisirs étaient le shopping en ligne et le visionnage de courtes vidéos. Elle obtenait l'argent pour cela de sa mère, qui le recevait à son tour d'Arthur. Chloé a raison, a ajouté ma belle-mère, tapant sa fourchette sur la table. Éléonore, je ne suis pas pointilleuse, mais tu dois vraiment y réfléchir. 3 ans de mariage et pas un enfant, et tu ne peux rien faire à la maison. Dis-moi, à quoi sers-tu dans cette maison ? L'air du salon semblait se figer. J'ai regardé Arthur assis en face de moi. Il avait la tête baissée, piquant le riz dans son assiette avec une fourchette, et n'a pas dit un mot. Arthur, dis quelque chose. Regarde ta femme. Elle n'est pas du tout faite pour la vie de famille. Je te le dis, pendant que tu es encore jeune, tu dois faire quelque chose à ce sujet. La fourchette d'Arthur s'est figée, mais il n'a pas levé la tête. Il a juste marmonné, « Maman, c'est le réveillon du Nouvel An. Ne parlons pas de ça. » J'essaie de t'aider, la voix de Denise a monté.
Regarde la femme de notre voisin, Monsieur Dupont. Elle est travailleuse et respectueuse. L'année dernière, elle lui a donné un garçon fort et en bonne santé. Et toi, Arthur? Tu as déjà 35 ans et toujours pas d'enfant. Comment suis-je censé faire face à nos proches et amis? J'ai posé ma fourchette et me suis levé. Qu'est-ce que tu fais? Ma belle-mère m'a regardé fixement. Nous mangeons. Assieds-toi. Je suis rassasié, ai-je dit calmement. Rassasié? Tu n'as mangé que quelques bouchées. Denise a claqué sa paume sur la table. Éléonore, quelle est cette attitude? Je te dis quelques mots, et tu fais déjà la moue. Qui penses-tu être? Je n'ai pas répondu et me suis dirigé vers la chambre. Arrête-toi là. La voix de ma belle-mère a retenti derrière moi. Je te le dis, il n'y a pas de place dans cette maison pour quelqu'un d'aussi mal élevé que toi. Sors d'ici tout de suite. Vas-y, retourne chez ta mère. Mes pas se sont figés pendant quelques secondes. Le salon est devenu silencieux, puis le rire joyeux de Chloé a éclaté. Maman, qu'est-ce que tu dis? Si elle part vraiment, qui va cuisiner pour nous? Quelle cuisine? Je ne mange pas cette saleté. Je préfère cuisiner moi-même. Denise s'est levée et a pointé mon dos. Éléonore, tu m'as entendu? J'ai dit, sors. Je me suis retourné et les ai regardés tous les trois. Le visage de ma belle-mère était furieux. Chloé souriait d'une oreille à l'autre, et Arthur était toujours assis la tête baissée comme un étranger. Bien, ai-je dit. Je pars. Ma belle-mère s'est figée, ne s'attendant clairement pas à un accord aussi rapide. Elle pensait probablement que je pleurerais, que je supplierais, et comme d'habitude, que j'avalerais l'insulte. Je suis retourné dans la chambre, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti une valise préemballée. À l'intérieur se trouvaient mes documents, mes cartes bancaires et quelques vêtements de rechange. Arthur est finalement entré et s'est tenu hésitant dans l'embrasure de la porte. Ellie, tu connais le caractère de maman. Ne le prends pas à cœur. Je ne le prends pas, j'ai fermé la valise. J'obéis juste à ses ordres. Je vais chez mes parents pour célébrer le Nouvel An. Tu pars comme ça le soir du Nouvel An? Que vont penser les gens? Arthur a froncé les sourcils. Tu ne peux pas simplement supporter? Nous réglerons ça après les fêtes. Je l'ai regardé, l'homme avec qui j'avais vécu pendant 3 ans. Il n'y avait aucune sympathie ni culpabilité dans ses yeux. Seulement l'inquiétude de ce que les autres diraient. Arthur, ta mère m'a dit de partir. Tu es resté là sans rien dire. Maintenant que je pars, tu me dis de supporter? Je me suis dirigé vers lui avec la valise. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. Je suis passé devant lui et suis sorti de la chambre. Ma belle-mère et Chloé étaient toujours à table. Me voyant avec la valise, Denise a ricané, alors, tu pars vraiment? Très bien, et ne reviens pas. Je n'ai pas répondu. Dans le hall, en mettant mon manteau, j'ai sorti mon téléphone et j'ai rapidement fait quelque chose sur l'écran. Qu'est-ce que tu fais là-bas? A demandé Chloé d'un air soupçonneux. Rien. J'ai rangé mon téléphone et j'ai ouvert la porte. Bonne année. La porte s'est refermée derrière moi, coupant la chaleur et le bruit de l'appartement. Le couloir était froid. J'ai traîné ma valise jusqu'à l'ascenseur. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Chloé. Maman, elle est vraiment partie. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. Le miroir reflétait mon visage, aussi calme qu'une eau immobile. 3 ans. Enfin, j'étais libre. Dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées, le salon est resté silencieux un instant. Puis, Chloé fut la première à rire. Maman, tu as vu son visage? Jean, elle était tellement offensée. Ma belle-mère a reniflé froidement et s'est rasseoir à table. Elle a pris un morceau du rôti de porc et, bien qu'elle ne l'aimât pas, l'a avalé. Bon débarras. J'en ai marre d'elle après ces 3 ans. Dès que je vois son visage froid, je me sens malade. Exactement, a ajouté Chloé, prenant son assiette. Elle a l'air si calme, mais elle est en fait orgueilleuse. Tu n'as pas remarqué? Elle ne commence jamais une conversation avec nous, comme si nous lui devions une pile d'argent. Arthur se tenait dans l'embrasure de la chambre, regardant le placard vide.
Une sensation inexplicable lui tordait l'estomac. Il se souvenait de la question d'Éléonore. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Il ne savait vraiment pas quoi répondre. « Arthur, pourquoi restes-tu là ? Viens manger », la voix de sa mère venait du salon. « Ne pense pas à elle. Elle est partie. Et c'est pour le mieux. » Arthur est retourné à table, mais il n'avait pas d'appétit. « Maman, penses-tu qu'elle ne reviendra vraiment pas ?» a demandé Chloé en mâchant. Il y avait de l'excitation dans sa voix. « Si elle ne revient pas, cet appartement sera à nous, n'est-ce pas ? Où irait-elle d'autre ? » Ma belle-mère a souri d'un air suffisant. « Où peut-elle aller ? Toute seule. Elle restera chez ses parents quelques jours, ne pourra pas le supporter, et reviendra d'elle-même. Et puis je lui donnerai une bonne leçon pour qu'elle sache qui est le patron dans cette maison. » Chloé a hoché la tête. C'est vrai. Ses parents ne vont pas si bien. Juste des retraités ordinaires. Un petit vieil appartement. Elle n'y tiendra pas longtemps. Exactement, ma belle-mère est devenue de plus en plus animée. Je te le dis, les femmes ont besoin d'être disciplinées. Ton frère est trop mou. Quand j'ai épousé ton père, ta grand-mère était tout un personnage, mais j'ai enduré. Arthur a écouté la conversation entre sa mère et sa sœur, un vague sentiment de malaise l'envahissant. Il s'est souvenu du regard calme d'Éléonore avant qu'elle ne parte et de la façon dont elle avait regardé son téléphone dans le hall. Que faisait-elle ? Arthur, dis quelque chose, ma belle-mère a regardé son fils. As-tu toujours de la peine pour elle ? Non, Arthur a secoué la tête. Je pense juste que ce n'est pas bien de se disputer comme ça le soir du Nouvel An. Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Denise a posé sa fourchette. Je te le dis, profite de cette occasion et réfléchis bien. Cela fait 3 ans et elle ne t'a même pas donné d'enfant. Combien de temps vas-tu vivre avec elle ? Chloé a sauté, exactement, mon frère. Tu as déjà 35 ans. Le frère de ma camarade de classe a 2 ans de moins que toi, et son enfant est déjà à la maternelle. Si tu ne te dépêches pas, il sera trop tard. Ça suffit, a dit Arthur, agacé. Mangeons. Voyant que son fils ne voulait pas continuer, ma belle-mère a changé de sujet. Elle a pris un morceau de poisson et en mâchant a dit, demain, j'appellerai ta tante Caroline. Elle connaît une fille, 28 ans, travaille à la banque et elle est jolie. Je te fixerai un rendez-vous après les fêtes. Arthur n'a pas répondu, mangeant en silence. Après le dîner, Chloé s'est installée sur le canapé avec son téléphone, et ma belle-mère a rangé la cuisine. Arthur était assis dans le salon, regardant le concert du Nouvel An à la télévision, mais ses pensées étaient lointaines. Il a ouvert son téléphone et a fait défiler ses messages avec Éléonore. Le dernier datait d'il y a 3 jours. Il lui avait demandé ce qu'elle voulait pour le dîner. Elle avait répondu par un seul mot, n'importe quoi. Il a maintenant réalisé que leur communication avait toujours été aussi courte et froide. Il a hésité, mais n'a pas envoyé de message. « Frère, qu'est-ce que tu regardes ?» Chloé est venue et a jeté un coup d'œil à son téléphone. « Tu penses à envoyer un SMS à Éléonore ? Je ne te le conseille pas, laisse-la s'asseoir chez ses parents et réfléchir à son comportement. » Arthur a verrouillé l'écran et n'a rien dit. La nuit s'est approfondie. Dehors, les feux d'artifice sont devenus plus fréquents. Les voix des animateurs de télévision semblaient joyeuses et festives. Mais dans cette maison, il n'y avait aucune trace d'atmosphère de fête. Ma belle-mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains. « Je vais me coucher. Vous devriez vous reposer aussi. Nous devons aller chez tante Caroline demain. »« D'accord, maman, » a répondu Chloé. Ma belle-mère est allée dans sa chambre et a fermé la porte. Chloé s'est étirée et s'est levée. « Je vais me coucher aussi, mon frère. Tu devrais te reposer. Ne pense pas trop. » Elle est allée dans sa chambre, laissant Arthur seul dans le salon. La télévision était toujours allumée, mais il n'écoutait pas. Il a regardé l'endroit vide sur le canapé. C'était l'endroit préféré d'Éléonore. Elle s'asseyait toujours dans ce coin, serrant un oreiller, lisant ou regardant son téléphone, tranquillement, sans déranger personne. Arthur a soudain réalisé qu'il n'avait jamais vraiment connu cette femme avec qui il avait vécu pendant 3 ans. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle détestait, ce dont elle rêvait, quel grief elle nourrissait. Il ne savait rien de tout cela.
Il savait seulement qu'elle se levait à 6 heures du matin pour préparer le petit déjeuner. Le soir après le travail, elle allait à l'épicerie, puis préparait le dîner. Le week-end, elle nettoyait et faisait la lessive. Elle était comme une présence invisible dans cette maison, faisant silencieusement tout le travail et ne demandant rien en retour. Et lui? Il s'était habitué à ses soins, habitué à avoir un dîner chaud qui l'attendait, habitué à la propreté et à l'ordre. Il n'avait même jamais dit merci. Arthur a soupiré, a éteint la télévision et est allé dans la chambre. La pièce semblait vide sans sa présence. Il s'est allongé dans son lit, mais ne pouvait pas dormir. Les éclairs de feux d'artifice à l'extérieur se sont progressivement atténués. La nuit s'est approfondie. Juste au moment où il était sur le point de s'endormir, un frisson l'a parcouru. Il a ouvert les yeux et a réalisé que la température dans la pièce semblait avoir baissé. Il a serré la couverture, pensant qu'il l'avait imaginé, et a refermé les yeux, mais le froid est devenu de plus en plus perceptible. Arthur s'est assis et a touché le radiateur, glacial. Il s'est figé un instant, puis s'est levé et est allé dans le salon. Les radiateurs y étaient froids aussi. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il marmonné et est allé à la cuisine pour vérifier la chaudière à gaz. L'affichage était sombre. La chaudière ne fonctionnait pas. Arthur a appuyé plusieurs fois sur le bouton d'alimentation, mais rien ne s'est passé. Il a allumé la lampe de poche de son téléphone et a soigneusement inspecté le compteur de gaz. L'affichage indiquait « fonds insuffisant ». Il a froncé les sourcils. La facture de gaz était toujours payée automatiquement. Comment pouvait-il y avoir un solde impayé? Il a essayé de se connecter à l'application de la compagnie de gaz, mais le système nécessitait l'autorisation du propriétaire pour afficher des informations détaillées. Le propriétaire, Arthur, s'est soudainement souvenu de quelque chose, et son visage est devenu pâle. Il s'est précipité dans la chambre et a sorti le titre de propriété de l'appartement. Dans la section propriétaire, il y avait un nom écrit, Éléonore Martin. Arthur tenait l'acte d'une main tremblante. Il savait, bien sûr, qu'Éléonore avait acheté cet appartement avant leur mariage, mais au cours des 3 dernières années, il l'avait inconsciemment oublié. Ou plutôt, il n'avait jamais sérieusement envisagé ce que cela signifiait. Lorsque sa mère et sa sœur avaient emménagé avec eux, il n'avait pas demandé l'avis d'Éléonore. Il n'avait jamais pris en charge les dépenses du ménage lui-même. Il avait tenu pour acquis que, puisqu'ils étaient mariés, l'appartement était devenu un bien commun. Mais légalement, cet appartement n'appartenait qu'à Éléonore. Soudain, le téléphone d'Arthur a sonné. C'était la gestion de l'immeuble. Monsieur Parker. Bonjour. Nous avons reçu une plainte de vos voisins du dessous selon laquelle une canalisation de chauffage fuit et inonde leur appartement. Veuillez y remédier dès que possible. Fuite. Arthur a été surpris. Ce n'est pas possible. Mon chauffage est coupé. Coupé? Il y a eu une pause à l'autre bout. Vous voulez dire que les radiateurs sont froids? Alors vous devez contacter la compagnie de gaz. Vous pourriez avoir un solde impayé. Je sais qu'il y a un solde, Arthur a serré les dents. Pourriez-vous vérifier pourquoi le prélèvement automatique n'a pas été effectué ce mois-ci? Cela nécessite l'autorisation du propriétaire. Êtes-vous le propriétaire? Je suis le mari du propriétaire. Je suis désolé, mais selon nos règles, seul le propriétaire lui-même ou une personne munie d'une procuration notariée peut demander des informations et effectuer des transactions. Le ton de l'employé était poli mais ferme. Arthur a raccroché et a pris une profonde inspiration. Il a trouvé le numéro d'Éléonore et a maintenu son doigt sur le bouton d'appel pendant quelques secondes avant de finalement appuyer. Le téléphone a sonné longtemps avant qu'elle ne réponde. Allô, la voix d'Éléonore était calme, dénuée de toute émotion. Ellie, le chauffage est coupé à la maison, a dit Arthur, essayant de paraître aussi calme que possible. La facture de gaz n'a probablement pas été payée. Pourrais-tu? Est-ce mon problème? Éléonore l'a interrompu. Arthur a été stupéfait. Ta mère m'a dit de partir, alors je suis parti, la voix d'Éléonore est restée stable. Maintenant qu'il y a des problèmes dans la maison, vous pouvez les résoudre vous-même. Ellie, ne sois pas comme ça, il y avait de l'anxiété dans la voix d'Arthur maintenant. C'est le nouvel an. Il fait si froid dans l'appartement. Maman vieillit. Et si elle tombe malade? Alors tu devrais demander à ta mère, pas à moi.
Éléonore. Arthur a élevé la voix. Peux-tu arrêter d'être si égoïste? Maman a dit quelques mots. Est-ce une raison d'agir comme ça? Il y a eu un silence à l'autre bout pendant quelques secondes. Arthur, écoute attentivement, la voix d'Éléonore est devenue encore plus froide. Cet appartement a été acheté par moi avec mes propres fonds avant notre mariage. L'acte est à mon nom seulement. Pendant 3 ans, tous les paiements des services publics pour l'électricité, l'eau, le gaz et l'entretien de l'immeuble ont été automatiquement débités de mon compte. Ce soir, avant de partir, j'ai désactivé tous les paiements automatiques. Joyeux Nouvel An, comme tu veux le célébrer. Mais n'appelle pas et ne me dérange plus jamais, a dit Éléonore et a raccroché. Arthur est resté avec le téléphone à la main, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. Il a essayé de rappeler. La ligne était occupée. Dans le salon, il a entendu le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Sa mère est sortie, enveloppée dans une robe de chambre. Pourquoi fait-il si froid? Le chauffage est-il en panne? Arthur s'est tourné vers sa mère, ne sachant pas quoi dire. Eh bien, pourquoi restes-tu là? Denise s'est approchée du radiateur et l'a touché. Son visage a changé instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le chauffage est-il coupé le soir du Nouvel An? Maman? Arthur a hésité. La facture de gaz n'a pas été payée. Non payée? Ma belle-mère a froncé les sourcils. Ça ne se paie pas automatiquement? Comment est-ce arrivé? Arthur a ouvert la bouche, mais n'a pas pu se résoudre à dire la vérité. Il ne pouvait pas imaginer la réaction de sa mère si elle découvrait que l'appartement appartenait à Éléonore. Je vais descendre au bureau de gestion. Quelqu'un devrait être de service. Eh bien, vas-y vite. Qu'est-ce que tu attends? Sa mère l'a pressé. Nous pourrions mourir de froid. Arthur a mis sa veste, a pris son téléphone et est descendu. La lumière était allumée dans le bureau de gestion. L'homme de garde regardait le concert du Nouvel An. En voyant Arthur, il s'est levé. Monsieur Parker. Qu'est-ce qui ne va pas si tard dans la nuit? Je veux payer la facture de gaz, a dit Arthur. Le gaz doit être payé via l'application de la compagnie de gaz ou à leur bureau, a répondu l'homme. Mais aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Les bureaux sont fermés. Vous ne pouvez le faire que via l'application. J'ai essayé. Cela nécessite l'autorisation du propriétaire, la voix d'Arthur est devenue impatiente. N'y a-t-il pas un autre moyen? Je peux vous transférer l'argent maintenant et vous pourrez le payer. L'homme de garde a secoué la tête avec regret. Monsieur Parker, c'est impossible. Les paiements de gaz vont directement à la compagnie de gaz. Nous n'avons pas l'autorité d'accepter les paiements. Et selon les règles, seul le propriétaire peut le faire. Je suis le mari du propriétaire. Ce n'est pas suffisant. Je suis désolé, mais non, a dit l'homme fermement. Vous pouvez contacter le propriétaire pour qu'elle le fasse elle-même ou vous délivre une procuration. Arthur a pris une profonde inspiration, retenant sa colère. Qu'en est-il de l'eau et de l'électricité? Les mêmes règles s'appliquent à l'eau et à l'électricité, a dit l'homme. J'ai vérifié le système. Vos dates d'échéance de paiement pour cela arrivent bientôt aussi. Si le propriétaire n'ajoute pas de fonds au compte, il pourrait être coupé dans quelques jours aussi. Arthur a eu la tête qui tourne. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour il s'inquiéterait de ne pas pouvoir payer les factures de services publics. Monsieur Parker, je vous conseillerais tout de même de contacter le propriétaire, a dit gentiment l'homme de garde. Nous avons le numéro de téléphone de mademoiselle Éléonore Martin. Peut-être devrais-je l'appeler. Pas besoin, Arthur a agité la main et a quitté le bureau. Le vent froid lui a frappé le visage et l'a un peu dégrisé. Il s'est tenu sous l'immeuble, regardant la fenêtre de son appartement. Les lumières étaient allumées, mais il savait qu'il y faisait aussi froid qu'une grotte de glace à l'intérieur. Son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Chloé. Frère, où es-tu? Il fait si froid ici. Je gèle déjà. Quand le chauffage va-t-il revenir? J'essaie de résoudre le problème, a répondu Arthur. Eh bien, dépêche-toi, la voix de Chloé était géniarde. Je dois rencontrer des amis demain. Et si j'attrape froid? Arthur a raccroché et a de nouveau composé le numéro d'Éléonore. Cette fois,
l'appel a été immédiatement rejeté. Il a appelé 3 fois, et à chaque fois le résultat a été le même. Finalement, il a envoyé un message texte. Ellie, j'ai eu tort. S'il te plaît, paie le gaz. Nous pourrons discuter du reste plus tard. Le message est tombé dans le vide. Il n'y a eu aucune réponse. Arthur est resté dans le froid, se sentant impuissant pour la première fois de sa vie. Il s'est souvenu des mots d'Éléonore au téléphone. Cet appartement a été acheté par moi avec mes propres fonds. J'ai payé toutes les dépenses pendant 3 ans. Il n'avait jamais sérieusement calculé ses dépenses. Un appartement de 120 mètres carrés dans ce quartier coûtait au moins 1 million d'euros. Les frais de copropriété mensuels, l'électricité, l'eau et le gaz s'élevaient à 1 500 € supplémentaires. Sur 3 ans, rien que ces dépenses ménagères avaient coûté des dizaines de milliers d'euros. Sans parler des meubles, des appareils électroménagers, du réfrigérateur et de la machine à laver aux casseroles et poêles. Éléonore avait tout acheté. Et lui, son salaire. Après avoir déduit l'argent qu'il donnait à sa mère, tout le reste restait sur son compte. Il n'avait jamais pris en charge les dépenses du ménage. Arthur a soudain réalisé que pendant ces 3 années, il avait confortablement profité de ce qu'Éléonore lui fournissait, et maintenant elle ne le voulait plus. Le matin du 1er janvier, le soleil a percé les interstices des rideaux, mais la pièce était toujours aussi froide qu'une grotte de glace. Arthur avait mal dormi toute la nuit et s'était réveillé du froid à l'aube. Il était enveloppé dans 2 couvertures et il pouvait voir son souffle. Du salon venait la toux de sa belle-mère, suivie de la plainte de Chloé. « Maman, je n'en peux plus. Il fait si froid. Que fait mon frère? Pourquoi le chauffage n'est-il pas encore allumé ?» Arthur est sorti du lit et est allé dans le salon. Sa belle-mère était assise sur le canapé dans une épaisse doudoune, le visage mécontent. Chloé était recroquevillée à l'autre bout du canapé, serrant une bouillotte. Ses yeux étaient rouges. Elle n'avait clairement pas dormi non plus. « Arthur, as-tu résolu le problème du chauffage ?» Sa mère a demandé immédiatement en voyant son fils. Arthur a secoué la tête. « La compagnie de gaz est fermée aujourd'hui. Nous ne pouvons aller à leur bureau qu'après-demain. » « Après-demain ?» Chloé a hurlé. « Nous devons attendre encore 2 jours ? Comment allons-nous vivre ici ? » Peut-être, Arthur a hésité. « Vous pourriez rester chez tante Caroline un moment. » « Pourquoi le devrais-je ? » Ma belle-mère a élevé la voix. « C'est la maison de mon fils. Pourquoi devrais-je vivre chez quelqu'un d'autre ? Tu ferais mieux de trouver comment allumer le chauffage. » Arthur a ouvert la bouche, mais n'a toujours pas pu se résoudre à dire la vérité. « Je vais trouver quelque chose, » a-t-il dit. Qui a-t-il à penser ? Chloé s'est levée. « Frère, appelle juste Éléonore. Dis-lui de revenir et de tout arranger. Cet appartement n'est pas juste le sien. Quel droit avait-elle de partir et de tout couper ? » Arthur est resté silencieux. « C'est vrai, ma belle-mère s'est soudainement souvenue. Appelle Éléonore. Dis-lui de revenir immédiatement. Si elle ne veut pas aller chez ses parents, amène-la ici. Maman, ce n'est pas si simple. » Arthur s'est assis sur le canapé et s'est frotté les tempes. « Qu'est-ce qui est si compliqué ? » Denise a dit, agacée. « Que peut faire une femme contre nous ? » Arthur a pris une profonde inspiration et a finalement décidé de dire la vérité. « Maman, Chloé. Éléonore a acheté cet appartement avant que nous soyons mariés. Son nom est le seul sur l'acte. Elle a payé toutes les factures de service public. Hier, avant qu'elle ne parte, elle a coupé le prélèvement automatique. » Le silence a rempli le salon. Ma belle-mère a regardé son fils sous le choc, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Que as-tu dit ? C'est son appartement ? » Oui, Arthur a hoché la tête. « Ce n'est pas possible, » Chloé a hurlé. « Comment est-ce son appartement ? C'est juste une employée ordinaire. Où trouverait-elle une telle somme d'argent pour un appartement ? » Ce n'est pas une employée ordinaire, a dit Arthur avec un sourire amer. Elle est directrice financière dans une société internationale avec un salaire annuel de plus de 400 000 €. Elle a acheté cet appartement en économisant pendant 5 ans. Le visage de ma belle-mère est devenu aussi blanc qu'un drap. Tu veux dire que pendant ces 3 dernières années, nous avons vécu dans son appartement ? Arthur n'a rien dit, ce qui équivalait à une confirmation.
Et l'électricité, l'eau et tout le reste, elle a tout payé. La voix de Chloé a tremblé. Oui. Le silence est de nouveau descendu sur le salon. Ma belle-mère était assise sur le canapé, une tempête d'émotions traversant son visage. Elle s'est souvenue de la façon dont elle avait traité Éléonore au cours des 3 dernières années, critiquant sa cuisine, son ménage, lui reprochant de ne pas avoir d'enfant, et tout cela dans sa propre maison. Alors pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant? Ma belle-mère a soudainement demandé, regardant son fils. Arthur ne savait pas quoi dire. Tu nous as caché cela exprès? La voix de Denise est montée. Tu nous as laissé vivre dans son appartement pendant 3 ans. Lui être redevable. À quoi pensais-tu? Maman, je n'ai pas, tu dis que tu n'as pas? Ma belle-mère s'est levée, pointant son fils. Tu voulais juste que nous soyons humiliés devant elle, pour que nous ne puissions même pas lever la tête. Maman, quel genre de logique est-ce? Arthur était perplexe. Je me fiche de la logique. En tout cas, nous ne pouvons pas laisser passer ça. Va chez ses parents tout de suite et arrange ça. L'appartement est peut-être à elle, mais vous êtes mariés. C'est un bien commun. Elle ne peut pas simplement nous mettre dehors. Chloé a également ajouté, c'est vrai, mon frère. Tu es son mari. Tu as le droit de vivre ici. Si elle ne revient pas et ne paie pas, poursuis-la en justice. Arthur a regardé sa mère et sa sœur, et une vague d'épuisement l'a envahi. Maman, les biens acquis avant le mariage ne sont pas considérés comme des biens communs. Légalement, cet appartement est le sien uniquement. Mais vous êtes mariés depuis 3 ans. Elle ne t'a pas donné d'argent? Ma belle-mère a persisté. Vos salaires n'étaient pas partagés. Arthur a secoué la tête. Nous avions des finances séparées. Son salaire était le sien. Le mien était le mien. Elle couvrait toutes les dépenses du ménage. En disant ces mots, la voix d'Arthur est devenue très calme. Ma belle-mère s'est effondrée sur le canapé. Son visage était un masque de désespoir total. Chloé est également restée silencieuse, fixant son téléphone, mais ses doigts tapant de manière erratique sur l'écran trahissaient son agitation. Après un long moment, ma belle-mère a finalement demandé, « Alors, que faisons-nous maintenant ?» Je vais la voir, Arthur s'est levé. Je vais chez ses parents et je leur parlerai. Et à quoi cela servira-t-il? Ma belle-mère a ricané. Si elle t'écoutait, elle ne serait pas partie hier. Alors que suggères-tu, a demandé Arthur, irrité. Ma belle-mère est restée silencieuse un instant, puis a soudainement dit, je vais avec toi, Arthur. Arthur s'est figé. Je vais m'excuser, la voix de Denise était calme. J'ai eu tort hier. Je n'aurais pas dû la mettre dehors. Emmène-moi chez ses parents. Je lui parlerai personnellement. Arthur a regardé sa mère avec surprise. Il ne l'avait jamais vue aussi humble. Maman, es-tu sûre? Bien sûr que je suis sûre, ma belle-mère s'est levée. Où veux-tu que nous gelions ici? Habille-toi vite. Nous y allons maintenant. Chloé s'est levée aussi. J'irai aussi. Pourquoi? Sa mère l'a regardée. Je dois aussi m'excuser auprès d'Éléonore, a dit Chloé. J'ai dit beaucoup de choses hier aussi. Ma belle-mère a regardé sa fille et n'a rien dit. Les 3 se sont habillés et sont partis. Dans l'ascenseur, ma belle-mère a soudainement demandé où vivaient les parents d'Éléonore. Dans un vieux quartier, Montmartre, a répondu Arthur. C'est à environ 40 minutes de route. Quelle décharge, a marmonné Chloé. Et elle avait l'argent pour un appartement. Tais-toi, sa mère l'a réprimandé d'un regard. Quand nous arriverons là-bas, sois très poli et ne dis pas de bêtises. Chloé a fait la moue et s'est tue. La voiture a quitté le complexe résidentiel et a tourné dans une rue vide. C'était le 1er janvier. La plupart des gens étaient chez eux. Arthur conduisait, son anxiété grandissant. Il ne savait pas si Éléonore voudrait les voir ou si les excuses de sa mère pourraient la faire changer d'avis. Mais il savait une chose. Si Éléonore ne leur pardonnait pas, tous les 3 devraient passer ce nouvel an dans le froid. La voiture a tourné dans une vieille rue avec des maisons des années 80 et 90. Les murs s'écaillaient. Les couloirs étaient encombrés de bric-à-brac. Chloé, regardant par la fenêtre, a froncé les sourcils.
Éléonore a grandi dans un endroit comme celui-ci. Je t'ai dit de te taire, sa mère lui a lancé un regard d'avertissement. La voiture s'est arrêtée devant un vieil immeuble de 3 étages. Arthur a coupé le moteur et a pris une profonde inspiration. Nous sommes arrivés. Tous les 3 sont sortis de la voiture et sont entrés dans l'immeuble qui n'avait pas d'ascenseur. Ils ont grimpé au 3e étage et se sont arrêtés devant une porte métallique rouge. Arthur a levé la main et a appuyé sur la sonnette. La sonnette a sonné 3 fois, puis des pas ont été entendus derrière la porte. La porte s'est ouverte d'un entrebâillement et le père d'Éléonore, Robert, est apparu. En les voyant tous les 3, son visage s'est immédiatement assombri. « Que faites-vous ici » a-t-il demandé froidement. « Papa, je suis venu pour Ellie », Arthur a essayé de rendre sa voix aussi sincère que possible. « Pour Ellie » Robert a ricané. « Celle que tu as dit de partir hier, et maintenant tu es venu la chercher. Pour qui prends-tu ma fille ? Une chose que tu peux jeter et reprendre ensuite. » Ma belle-mère, debout derrière, a rougi en entendant cela, mais elle s'est tue. « Robert, j'ai eu tort hier », Denise s'est avancée, forçant un sourire. « Je l'ai dit sous le coup de la colère. Ne le prenez pas à cœur. Pour le nouvel an, une famille ne devrait pas garder rancune. Appelez Éléonore. Je veux lui présenter mes excuses. » Robert a regardé ma belle-mère avec une ironie non dissimulée. « Vous excusez, madame. Vos excuses sont très opportunes. Le chauffage doit être coupé à la maison. C'est pourquoi vous vous êtes souvenu que vous deviez vous excuser. » Le visage de ma belle-mère a changé, mais elle a continué à forcer un sourire. « Robert, qu'est-ce que vous dites ? Je suis venu ici pour m'excuser sincèrement. » « Sincèrement ? Vous avez vécu dans l'appartement de ma fille pendant 3 ans, avez mangé à ses frais, avez utilisé tout ce qu'elle a acheté, et n'avez jamais dit merci, et maintenant qu'il y a un problème, vous venez vous excuser. Votre sincérité ne vaut rien. » Chloé, debout à proximité, n'en pouvait plus. « Pourquoi êtes-vous si impoli ? Nous sommes une famille. Pourquoi tout diviser comme ça ? Une famille ? » Robert a regardé Chloé. « Et qui a dit hier que ma fille n'avait pas d'éducation et maintenant vous êtes une famille ?» Le visage de Chloé a rougi. Elle ne savait pas quoi dire. À ce moment-là, la voix de la mère d'Éléonore, Marie, est venue de l'intérieur de la pièce. « Robert, qui est-ce ? » La famille d'Éléonore, a répondu Robert sans se retourner. Marie est venue à la porte. En les voyant tous les 3, son visage est également devenu froid. « Pourquoi êtes-vous ici ? » « Maman, nous sommes venus ramener Ellie à la maison, » a dit Arthur. « À la maison ? » Marie a ricané. « Vous vous souvenez encore que c'est sa maison. Je pensais que vous l'aviez déjà mise dehors. » Ma belle-mère a pris une profonde inspiration et a dit humblement, « Marie, j'ai eu tort hier. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, appelez Éléonore. Je veux lui parler. » Pas besoin, Marie a agité la main. Éléonore a dit qu'elle ne voulait pas vous voir. Veuillez partir. Maman, au moins laissez-moi la voir, a plaidé Arthur. J'ai besoin de lui parler. Tout ce que vous avez à dire, dites-le ici, a dit Robert. Eh bien, écoutez. Arthur, voyant l'inflexibilité de ses parents, a réalisé qu'il ne verrait pas Éléonore aujourd'hui. Alors au moins, il a hésité. Laissez-la payer la facture de gaz. Il fait très froid à la maison. Ma mère est âgée. C'est mauvais pour sa santé. Dès qu'il a dit cela, le visage de Robert est devenu encore plus sombre. Arthur, êtes-vous même un homme ? Robert l'a pointé du doigt. Vous vivez dans l'appartement de ma fille, dépensez son argent, et vous avez encore l'audace de lui demander de payer la facture de gaz. Papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? Marie est devenue en colère. Vous 3 avez vécu aux dépens de ma fille pendant 3 ans, et maintenant qu'elle ne veut plus vous servir, vous venez la forcer. Ma belle-mère n'a finalement pas pu se retenir. Marie, vous êtes trop dure. Éléonore est ma belle-fille. C'est son devoir de prendre soin de la maison. Devoir ? La voix de Robert a monté. Elle a acheté cet appartement avant le mariage. Pourquoi est-elle obligée de vous y laisser vivre ? Elle a gagné cet argent elle-même. Pourquoi est-elle obligée de vous soutenir ?
Nous sommes une famille, ma belle-mère a élevé la voix. Une famille? Marie a ricané. Une famille qui met quelqu'un dehors de sa maison pendant le dîner du Nouvel An. Une famille qui dit qu'elle n'a pas d'éducation. Une famille qui chipote sa nourriture. Ma belle-mère est restée silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Laissez-moi vous dire, Robert a pointé les trois du doigt. Nous avons vu toutes les humiliations que ma fille a subies de votre part pendant ces 3 ans. Chaque fois qu'elle nous rendait visite, elle venait seule. Vous n'étiez jamais avec elle. Quand elle était malade, c'est nous qui nous sommes occupés d'elle. Où étiez-vous? Arthur s'est figé. Ellie était malade l'hiver dernier. Elle avait 39 degrés Celsius de fièvre. Marie a dit, elle vous a appelé et vous avez dit que vous étiez en train de faire du shopping avec votre mère et vous lui avez dit d'aller à l'hôpital seule. Au final, nous sommes allés chez elle et sommes restés avec elle pendant qu'elle était sous intraveineuse. L'esprit d'Arthur est devenu vide. Il s'est souvenu, oui, quelque chose comme ça s'est produit l'hiver dernier, mais à l'époque il pensait que ce n'était qu'un simple rhume, rien de grave. Et l'année dernière pour son anniversaire, a continué Robert, elle a préparé tout un festin, vous a tous attendus pour le dîner, et vous êtes allés célébrer l'anniversaire de votre sœur, la laissant seule à la maison. Chloé a baissé la tête, n'osant pas regarder Robert dans les yeux. Pendant ces 3 ans, combien ma fille a-t-elle fait pour votre famille? En avez-vous une idée? Les yeux de Marie sont devenus rouges. Elle se levait à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner. Travaillait jusqu'à 21 heures, puis rentrait chez elle pour préparer le dîner. Le week-end, quand tout le monde se reposait, elle nettoyait et faisait la lessive. Pourquoi faire? Ma belle-mère a ouvert la bouche pour protester, mais a fini par ne rien dire. Et maintenant, c'est fini, a dit Robert. Elle a enfin tout compris. Elle ne vous doit rien et ne tolérera plus votre humiliation. Partez et ne revenez pas. Papa, écoutez-moi. Arthur essayait toujours de réparer les choses. Il n'y a rien à dire, Robert l'a interrompu. Éléonore a décidé de demander le divorce. Ces mots ont frappé Arthur comme un coup de tonnerre. Divorce, a-t-il répété, stupéfait. Oui, divorce, a confirmé Marie. Elle déposera les papiers après les fêtes. L'appartement lui reste. Vous n'obtiendrez rien. Non. Ma belle-mère a crié. Ils sont mariés depuis 3 ans. Comment peuvent-ils divorcer comme ça? Et comment avez-vous pu la mettre dehors comme ça? Robert l'a regardé froidement. Madame, vous devez avoir une conscience. Vous savez ce que vous avez fait à ma fille. Maintenant, elle ne veut plus vivre avec vous, et c'est son droit. Ma belle-mère voulait dire quelque chose, mais Arthur l'a tiré par le bras. Maman, allons-y. La voix d'Arthur était calme. Où allons-nous? Ma belle-mère a retiré son bras. Le problème n'est pas encore résolu. Quel problème? Arthur a dit avec un rire amer. Ils ont été clairs. Ils ne veulent pas nous voir. Et le chauffage dans l'appartement, a demandé Chloé doucement. Ces mots ont rendu les visages de Robert et Marie encore plus sévères. Vous? Marie était si en colère qu'elle ne pouvait pas parler. Vous ne pensez encore qu'au chauffage. Ma fille a tout fait pour vous pendant 3 ans et pas un mot de remerciement de votre part. Et maintenant qu'il y a un problème, vous venez courir vers elle. Pensez-vous qu'elle sera d'accord? Le visage de ma belle-mère est devenu pâle, puis rouge. Mais elle a tout de même dit obstinément, mais nous ne pouvons pas simplement geler dans l'appartement. Vous ne gèlerez pas, a répondu Robert froidement. Vous pouvez séjourner dans un hôtel ou louer un appartement. En tout cas, cet appartement appartient à ma fille, et vous n'avez aucun droit d'y vivre. Vous. Ma belle-mère a tremblé de colère. C'est tout. Partez, a dit Marie. Ne perdez pas votre temps ici. Ma fille ne vous reprendra pas, et elle ne reviendra pas. Sur ce, ils ont fermé la porte et Arthur et sa famille sont restés debout devant, entendant le verrou se refermer à l'intérieur. Le couloir était silencieux. Seule leur respiration pouvait être entendue. Après un long moment, ma belle-mère a finalement dit, allons-y. Les 3 sont descendus en silence et sont montés dans la voiture. La voiture a démarré et s'est éloignée de la vieille rue. Personne n'a dit un mot pendant tout le trajet. Arthur tenait le volant, son esprit dans un chaos total. Il se souvenait des mots de Robert,
se souvenait de sa propre froideur quand Éléonore était malade, de son absence le jour de son anniversaire. Il a soudain réalisé que pendant ces 3 années, il n'avait jamais vraiment pris soin de cette femme, et maintenant elle le quittait. La voiture est retournée au complexe résidentiel. Les 3 sont montés à l'étage. Dès qu'ils ont ouvert la porte, une vague de froid les a frappés. Le thermomètre du salon n'indiquait que 8 degrés Celsius, plus froid que dehors. Chloé a frissonné. « Frère, que faisons-nous maintenant ?» Arthur n'a pas répondu. Il est allé à la fenêtre et a regardé la ville. Le soleil brillait, mais il ne ressentait aucune de sa chaleur. Ma belle-mère était assise sur le canapé avec un visage sombre. Elle n'avait jamais connu une telle humiliation de sa vie. Ses beaux-parents l'avaient grondée, et elle n'avait pas pu dire un mot en retour. « C'est entièrement ta faute », a-t-elle soudainement dit, regardant Arthur. « Je t'ai dit que cette femme n'était pas faite pour toi. Tu n'as pas écouté. Et maintenant ? Nous vivons dans son appartement, et nous devons être humiliés. » Arthur s'est retourné. « Maman, tu ne peux pas blâmer Ellie pour ça. »« Qui est-ce que je blâme ?» Ma belle-mère a élevé la voix. En tant que belle-fille, elle est partie de la maison pour quelques mots et a même coupé l'eau, le gaz et l'électricité. Est-ce ainsi qu'une personne se comporte ? Et pourquoi l'as-tu mise dehors hier ? La voix d'Arthur est également devenue ferme. Quand tu lui as dit de partir, pourquoi n'as-tu pas pensé aux conséquences ? Ma belle-mère est restée silencieuse, puis a dit, je l'ai dit sous le coup de la colère. Sous le coup de la colère ? Mais tu l'as dit, a répondu Arthur. Quand tu as dit ça, tu aurais dû savoir qu'elle le prendrait au sérieux. Tu me blâmes maintenant ? Ma belle-mère s'est levée. Je suis ta mère, et tu me réprimandes pour une étrangère. Ce n'est pas une étrangère. C'est ma femme, a dit Arthur. Et combien elle a fait pour cette famille en 3 ans, ne le sais-tu pas ? Le visage de ma belle-mère a changé et elle s'est rasseoir sur le canapé, silencieuse. Chloé a demandé prudemment, « Frère, peut-être devrions-nous aller à l'hôtel pour l'instant. Il fait trop froid ici. » Quel hôtel ? Ma belle-mère a immédiatement objecté. C'est notre maison. Pourquoi devrions-nous partir ? Mais, Chloé a regardé le thermomètre. Si ça continue, nous allons vraiment tomber malades. Arthur est resté silencieux un instant, puis a sorti son téléphone et a ouvert une application de location immobilière. Qu'est-ce que tu fais ? Ma belle-mère a demandé d'un air soupçonneux. Je cherche un appartement, a dit Arthur. Nous allons devoir déménager. Déménager ? Ma belle-mère a hurlé. Même si cet appartement est à elle, vous êtes mari et femme, vous avez aussi le droit d'y vivre. Elle ne peut pas nous mettre dehors. Maman, ne te leurre pas, Arthur a levé les yeux vers sa mère. Éléonore a acheté cet appartement avec son propre argent avant le mariage. Son nom est le seul sur l'acte. Légalement, c'est sa propriété personnelle. Elle a le droit de décider qui vit ici et qui ne vit pas. Mais vous êtes mariés depuis 3 ans, ma belle-mère a toujours essayé de discuter. Nous n'avons pas de bien commun, a dit Arthur avec un rire amer. Nous avions des finances séparées. Son salaire était le sien. Le mien était le mien. Elle a supporté toutes les dépenses du ménage seule. Ma belle-mère s'est figée. Tu veux dire qu'en 3 ans, tu n'as pas apporté un seul sou à la maison ? Arthur a hoché la tête. Mon salaire est sur mon compte, a dit Arthur, sauf l'argent que je te donnais chaque mois, j'ai économisé le reste. Le visage de ma belle-mère est devenu pâle. Elle a soudain réalisé que pendant ces 3 dernières années, elle avait tenu pour acquis les soins de sa belle-fille, sans penser qu'il y avait un prix pour tout cela. Alors, que faisons-nous maintenant ? A-t-elle demandé doucement. Nous devons déménager. Oui, a dit Arthur. Je vais trouver un appartement de 2 chambres à proximité et le louer. 2 chambres ? Chloé a froncé les sourcils. Où vais-je vivre ? Arthur a regardé sa sœur. Tu peux retourner chez toi. Quelle maison ai-je ? Chloé s'est exclamée. J'ai toujours vécu avec vous depuis l'université. C'est parce que nous vivions dans l'appartement d'Éléonore et qu'elle n'a rien dit, a dit Arthur. Maintenant, je vais louer moi-même. Je ne peux pas me permettre un 3 chambres. Les yeux de Chloé sont devenus rouges. Frère, tu me mets dehors ? Je ne te mets pas dehors, Arthur s'est frotté les tempes.
Je veux que tu deviennes indépendante. Tu as déjà 26 ans. Tu ne peux pas vivre avec nous pour toujours. Mais je n'ai pas de travail, pas de revenus. Alors trouve un travail, Arthur l'a interrompu. Chloé, tu ne peux plus vivre comme ça. Chloé a fondu en larmes, a couru dans sa chambre et a claqué la porte. Ma belle-mère, regardant le dos de sa fille, a soupiré. Arthur, es-tu en colère contre nous? Je ne suis pas en colère, a dit Arthur. Je fais juste face à la vérité. Maman, ces 3 ans, nous avons vécu trop confortablement. Si confortablement que nous avons oublié que tout cela était bâti sur le dur labeur d'Éléonore. Maintenant, elle ne veut plus le faire, et nous devons prendre nos responsabilités. Ma belle-mère est restée silencieuse. Après un long moment, elle a demandé, alors, toi et Éléonore allez-vous vraiment divorcer? Arthur n'a pas répondu immédiatement. Il s'est souvenu des mots de Robert. Éléonore a décidé de demander le divorce. Je ne sais pas, a-t-il finalement dit. Mais si elle insiste, je ne peux rien faire. Et tu vas juste abandonner comme ça? Sa mère l'a regardé. Vous êtes toujours mari et femme. Tu ne peux pas te battre pour ça? Comment me battre? A demandé Arthur. Maman, tu as vu comment ses parents nous ont traités. Cela signifie tous les griefs qu'Éléonore a endurés pendant 3 ans. Elle leur a dit qu'elle était déçue. Ma belle-mère a ouvert la bouche, mais a finalement ne rien dit. À ce moment-là, le téléphone d'Arthur a sonné. Il a regardé l'écran. C'était la gestion de l'immeuble. Monsieur Parker, bonjour. Mademoiselle Éléonore Martin nous a appelés. Elle exige que vous et votre famille quittiez l'appartement dans les 3 jours. Si vous ne déménagez pas dans les 3 jours, elle réglera l'affaire par voie judiciaire. Arthur a serré le téléphone dans sa main. Je comprends. Raccrochant, il a regardé sa mère. Maman. Éléonore exige que nous déménagions dans les 3 jours. Le visage de ma belle-mère a changé, mais à la fin, elle a baissé la tête. Arthur a de nouveau ouvert son téléphone et a commencé à parcourir sérieusement les annonces de location. Un appartement de 2 chambres à proximité coûtait au moins 2 500 € par mois, plus les charges. Cela revenait à environ 3 000 € par mois et son salaire net n'était que de 6 000 €. Après avoir déduit le loyer et les frais de subsistance, il ne restait presque rien. Sans compter qu'il devait donner de l'argent à sa mère. Arthur a soudain réalisé à quel point sa vie deviendrait difficile sans Éléonore. Pendant ces 3 années, il s'était considéré comme le pilier de la famille, le gagne-pain. Mais ce n'est que maintenant qu'il a compris que le véritable pilier était Éléonore. Son revenu était 4 fois le sien. Elle supportait toutes les dépenses de la famille. Elle lui permettait d'économiser confortablement son salaire, et il avait tout pris pour acquis. Arthur a posé son téléphone et est allé à la fenêtre. Dans la cour en bas, des enfants faisaient éclater des pétards. Leur rire portait loin, mais ces sons joyeux le rendaient encore plus seul. Il a sorti son téléphone et a de nouveau composé le numéro d'Éléonore. Cette fois, l'appel a sonné longtemps avant qu'elle ne réponde. Arthur, je vous ai déjà informé par l'intermédiaire de la gestion de l'immeuble, la voix d'Éléonore était calme. Déménagez dans les 3 jours. Ne me compliquez pas la tâche. Ellie, pouvons-nous nous rencontrer, a dit Arthur, je veux te parler. Il n'y a rien à dire, a répondu Éléonore. Tout ce qui devait être dit, mes parents l'ont déjà dit pour moi, mais, Arthur, je suis très fatigué de ces 3 dernières années, Éléonore l'a interrompu. Je ne veux plus vivre comme ça. Nous demanderons le divorce après les fêtes. L'appartement reste avec moi. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ellie, écoute-moi. Je ne veux pas écouter, la voix d'Éléonore semblait lasse. Vis bien et je vivrai bien. C'est tout. La ligne est devenue silencieuse. Arthur est resté près de la fenêtre avec le téléphone à la main, ne bougeant pas pendant un long moment. Derrière lui, il a entendu le soupir de sa belle-mère. Arthur, allons-nous vraiment partir d'ici? Arthur s'est tourné et a regardé le visage vieilli de sa mère. Oui, maman, a-t-il dit. Il est temps pour nous de partir. L'après-midi du 2 janvier, Arthur a loué 2 chambres dans un hôtel bon marché à proximité, une pour sa mère et Chloé, l'autre pour lui-même. Après avoir emballé quelques affaires, les 3 ont quitté avec morosité ce chaleureux appartement.
La chambre d'hôtel était petite, mais le chauffage fonctionnait bien. Cependant, l'atmosphère était oppressante. Ma belle-mère était assise sur le bord du lit, regardant la pièce de moins de 20 mètres carrés, et ses yeux ont rougi. Je n'ai jamais vécu dans un endroit pareil de ma vie. Chloé était allongée sur l'autre lit, faisant défiler son téléphone. Soudain, elle a crié « Maman, regarde !» Éléonore a publié quelque chose. Ma belle-mère s'est approchée et a vu la photo qu'Éléonore avait publiée. Sur la photo, Éléonore était assise dans un restaurant cher devant des plats exquis. Elle portait un manteau de cachemire beige, avec un maquillage léger et un sourire éclatant. La légende était courte, bonne année. Il y avait beaucoup de « j'aime » et de commentaires. Éléonore, tu es de plus en plus belle. Vive la liberté, ma sœur. C'est un nouveau départ. Bonne chance. Vive la liberté. Ma belle-mère, en lisant ces commentaires, a assombri son visage. Elle se vante? Chloé a fait défiler les commentaires. Quelqu'un demande si elle est divorcée. Elle a répondu, bientôt. Ma belle-mère a tremblé de colère. Cette femme est insupportable. Nous sommes entassés dans un hôtel ici et elle est au restaurant. Chloé était également indignée. Exactement. Pas de conscience, pas de respect pour le mariage. À ce moment-là, Arthur est entré dans la pièce. Frère, as-tu vu la publication d'Éléonore? Chloé lui a tendu le téléphone. Arthur a jeté un coup d'œil, n'a rien dit et a rendu le téléphone à sa sœur. Tu n'es pas en colère? Sa mère l'a regardé. Elle te crache au visage. Elle a le droit de vivre comme elle veut, a répondu Arthur calmement. Maman, j'ai trouvé un appartement. Nous pouvons emménager après-demain. Où? À environ 3 kilomètres d'ici. Un vieil immeuble, 2 chambres, 2500 € par mois, a dit Arthur. Les conditions ne sont pas excellentes, mais c'est vivable. Le visage de ma belle-mère est devenu encore plus sombre. 2500 €? Si cher. C'est le moins cher de ce quartier, a dit Arthur. Moins cher, et c'est en banlieue. Ce serait peu pratique pour moi d'aller travailler. Où vivront Chloé et moi, a demandé ma belle-mère. Chacune dans votre propre chambre, a dit Arthur. Je dormirai dans le salon. Ma belle-mère a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais a fini par rester silencieuse. Chloé, cependant, n'était pas d'accord. Frère, je ne veux pas vivre dans un vieux taudis comme ça. Tu ne peux pas trouver un meilleur endroit. Il n'y a pas d'argent, a dit Arthur sans détour. Chloé, il est temps que tu trouves un travail. Je ne peux pas te soutenir. Les yeux de Chloé ont de nouveau rougi. Quel genre de travail puis-je trouver? J'ai étudié le design. C'est difficile de trouver un travail dans ce domaine en ce moment. Alors trouve n'importe quel travail pour subvenir à tes besoins, a dit Arthur. Caissière, serveuse, vendeuse, n'importe quoi. Tu veux que je sois serveuse? Chloé a hurlé. J'ai un diplôme universitaire et tu veux que je sois serveuse? Et alors si tu as un diplôme universitaire? La voix d'Arthur est devenue ferme. Avoir un diplôme signifie que tu n'as pas à travailler. Tu as obtenu ton diplôme il y a 3 ans et tu vis toujours au crochet de nos parents. N'as-tu pas honte? Chloé est restée silencieuse. Des larmes ont coulé sur ses joues. Arrête de pleurer, ma belle-mère a serré sa fille dans ses bras avec sympathie. Arthur, ne peux-tu pas être un peu plus doux? Chloé est encore jeune. Elle a 26 ans et tu la qualifies de jeune? Arthur a ricané. Maman, c'est toi qui l'as gâtée. Le visage de ma belle-mère a changé, mais elle n'a pas discuté. Le silence a rempli la pièce. Au bout d'un moment, le téléphone d'Arthur a sonné. Il a regardé le numéro. C'était le service des ressources humaines de son entreprise. Allô, monsieur Parker. Désolé de vous déranger pendant les vacances. C'était la voix du responsable des RH. Il y a quelque chose que nous devons clarifier. Oui, allez-y. La chose est qu'une plainte a été déposée contre vous, la voix du responsable des RH était un peu embarrassée. Le plaignant allègue que vous étiez impliqué dans un système de corruption, recevant des pots de vin de fournisseurs. Arthur s'est figé. Quoi? Qui a porté plainte?
La plainte est anonyme, mais des preuves ont été fournies, le responsable des RH a dit. La société a décidé de former un comité d'enquête. Lorsque vous reviendrez de vos vacances, vous devrez coopérer avec l'enquête. Je n'ai reçu aucun pot de vin, Arthur a élevé la voix. C'est de la calomnie. Je vous crois, mais la société doit suivre les procédures, le responsable des RH a dit. Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, vous devrez peut-être être temporairement suspendu de votre travail. La tête d'Arthur a bourdonné. Suspension signifiait pas de salaire. Cela signifiait qu'il ne pouvait même pas payer le loyer. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit précisément? Il a essayé de se calmer. L'année dernière, dans un projet d'achat de matériel de bureau, un certain fournisseur a été choisi et vous avez reçu un pot de vin de 50 000 € de leur part, le responsable des RH a dit. Le plaignant a également fourni un relevé de virement bancaire. C'est impossible, Arthur l'a coupé. Je n'ai jamais reçu de pot de vin. Ce relevé est un faux. Alors, lorsque vous reviendrez, fournissez vos relevés bancaires au comité d'enquête, le responsable des RH a dit. S'il s'agit bien de calomnie, l'entreprise restaurera votre réputation. Raccrochant. Arthur s'est assis sur le bord du lit. Son visage était pâle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma belle-mère a remarqué que quelque chose n'allait pas avec son fils. Ils disent au travail que j'ai pris des pots de vin. Ils vont enquêter, la voix d'Arthur était calme. Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, je serai suspendu. Quoi? Ma belle-mère s'est levée. Comment est-ce possible? Tu n'as rien fait. Quelqu'un m'a piégé, a dit Arthur, et a fourni de faux documents. Alors, que faisons-nous maintenant? Ma belle-mère a paniqué. Si tu es suspendu, de quoi allons-nous vivre? Arthur n'a pas répondu. Il a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler ses contacts, cherchant quelqu'un à consulter. Après avoir fait défiler toute la liste, il a soudain réalisé qu'il n'avait pas un seul ami en qui il pouvait avoir confiance. Les collègues étaient des relations professionnelles. Qui l'aiderait dans une telle situation? Quant aux amis, au fil des ans, il avait été occupé par le travail, les problèmes familiaux, et il n'avait plus d'amis. La seule personne qu'il pouvait consulter était Éléonore. Elle travaillait comme directrice financière dans une entreprise étrangère. Elle avait beaucoup d'expérience et saurait sûrement comment agir dans une telle situation. Mais avait-il le droit de la contacter maintenant? Arthur a tenu le téléphone longtemps, mais à la fin, il a composé le numéro d'Éléonore. L'appel a sonné 3 fois et a été rejeté. Il a rappelé. Rejeté à nouveau. Au 3e essai, elle a finalement répondu. Arthur, que veux-tu? Il y avait de l'irritation dans la voix d'Éléonore. Ellie, j'ai des ennuis, a dit Arthur. Quelqu'un au travail m'a piégé, m'accusant de prendre des pots de vin. Je pourrais être suspendu. Je ne sais pas quoi faire. Pourrais-tu, Arthur? Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre, Éléonore l'a interrompu. Je ne peux pas t'aider avec tes problèmes. Ellie, je t'en supplie. Il y avait une supplication dans la voix d'Arthur. Tu as travaillé dans une entreprise internationale pendant tant d'années. Tu dois savoir comment gérer ces situations. Donne-moi juste un conseil, s'il te plaît. Il y a eu un silence à l'autre bout pendant quelques secondes. Garde tous tes relevés bancaires et tes documents de travail, Éléonore a finalement dit, si le relevé de virement est faux, contacte des experts pour effectuer une analyse et essaie de te souvenir de qui tu as pu offenser récemment. Habituellement, ce genre de choses est fait par des gens que tu connais. Merci, a dit Arthur. Ellie, c'est tout, Éléonore a raccroché. Arthur est resté avec le téléphone à la main, rempli d'émotions mitigées. Même dans une telle situation, elle était prête à l'aider, mais il savait que c'était très probablement la dernière fois. Une demi-heure plus tard, un numéro inconnu l'a appelé. Allô, je suis maître Romain Mercier. Une jeune voix masculine est venue de l'autre bout. Mademoiselle Éléonore Martin m'a demandé de vous contacter. Arthur s'est ressaisi. Maître Mercier, bonjour. Mademoiselle Martin m'a parlé de votre situation, a dit Romain. Ce cas n'est pas compliqué. L'essentiel est de prouver que le relevé de virement est un faux. Pourriez-vous venir à mon bureau maintenant? Nous discuterons de tout en détail. D'accord, envoyez-moi l'adresse. Raccrochant,
Arthur a pris un taxi et est allé au cabinet d'avocat. Le bureau de Romain était dans un immeuble de bureaux moderne au centre-ville, décoré dans un style strict et professionnel. Monsieur Parker, asseyez-vous. Romain s'est avéré être un jeune homme d'une trentaine d'années avec des lunettes à monture fine, l'air très compétent. Montrez-moi vos documents. Arthur a sorti tous les documents. Romain les a examinés attentivement et a hoché la tête. Le cas n'est pas compliqué. La déclaration fournie par l'opposant est un Photoshop évident et assez grossier. Vos relevés bancaires confirment que vous n'avez jamais reçu cet argent. Que dois-je faire? Premièrement, obtenez une déclaration officielle de la banque avec un sceau, a dit Romain. Deuxièmement, déposez une plainte à la police pour diffamation. Troisièmement, fournissez les preuves à l'entreprise et demandez votre réintégration et une compensation pour les dommages. Et l'entreprise sera-t-elle d'accord? Si elle n'est pas d'accord, nous la poursuivrons en justice, a dit Romain. L'entreprise, en vous suspendant de votre travail sans motif suffisant, a déjà violé vos droits. En écoutant l'analyse de Romain, Arthur s'est un peu calmé. Maître Mercier, combien coûtent vos services? Mademoiselle Martin a déjà tout payé, a dit Romain. Elle a dit que c'était la dernière fois qu'elle vous aidait et vous a demandé de vous ressaisir. Arthur s'est figé. Monsieur Parker, Mademoiselle Martin est une très bonne personne, Romain l'a regardé. Avoir une femme comme elle est un grand bonheur. Arthur a eu un rire amer. Je ne l'ai pas apprécié. Raison de plus pour y réfléchir, a dit Romain. Très bien, passons aux affaires. Allez à la banque pour la déclaration tout de suite, puis j'irai avec vous à la police pour déposer une plainte. Arthur a hoché la tête et, avec Romain, a quitté le cabinet d'avocat. Dans la seconde moitié de la journée, il a visité la banque, la police et son entreprise. La banque a délivré une déclaration officielle confirmant qu'aucune somme de 50 000 € n'avait été déposée sur son compte aux alentours du 15 octobre de l'année dernière. La police a accepté sa plainte et a ouvert une enquête contre Victor pour falsification au sein de l'entreprise. En voyant le relevé bancaire et la confirmation du rapport de police, leur attitude envers lui a changé de manière notable. Le responsable des RH lui a promis de mener une enquête de suivi et l'a assuré que s'il s'agissait bien de calomnie, il serait réintégré. Quand tout a été fait, il était déjà 20 heures. Arthur s'est tenu près du bâtiment de l'entreprise et a envoyé un SMS à Éléonore. Merci, Ellie. Je te rembourserai pour l'avocat. Le message a été envoyé et une réponse est venue presque immédiatement. Pas besoin. Considérez cela comme un paiement pour les 3 ans où vous m'avez soutenu. Arthur, en regardant ce message, a senti des larmes monter à ses yeux. Lui la soutenant pendant ces 3 années? C'est elle qui avait soutenu toute leur famille. Il a envoyé un autre message. Ellie, pouvons-nous nous rencontrer? Je veux te présenter mes excuses en personne. Cette fois, le message est resté sans réponse. Arthur est resté dans le vent froid et a soudain réalisé qu'il l'avait vraiment perdu et que c'était entièrement de sa faute. À la fin des vacances du Nouvel An, Arthur a emménagé dans ce vieil appartement de 2 chambres. L'appartement était au 4e étage sans ascenseur. Les murs s'écaillaient. Les joints des fenêtres étaient usés et le vent sifflait à travers. Le salon était petit, et après qu'il y ait mis un canapé convertible, il est devenu très exigu. Ma belle-mère se tenait au milieu de la pièce, regardant l'environnement minable, et des larmes ont coulé sur ses joues. Je n'ai jamais vécu dans un endroit aussi horrible de ma vie. Chloé était assise sur le bord du lit, regardant un coin moisi, et a froncé les sourcils. Frère, est-il même possible de vivre dans cet appartement? Oui, Arthur a posé la valise. Nous devrons supporter. Supporter? Ma belle-mère a élevé la voix. Arthur, tu n'as pas pu trouver un meilleur endroit. Maman, je suis suspendu de mon travail en ce moment. Je n'ai aucun revenu, a dit Arthur. C'est tout ce que je peux me permettre. Ma belle-mère a ouvert la bouche, mais a finalement ne rien dit. Dans les jours suivants, Arthur a constamment fait la navette entre l'entreprise, la police et le cabinet d'avocats. Victor, sous la pression de l'enquête, a rapidement craqué. L'homme qu'il avait engagé pour falsifier les documents a tout avoué. Après avoir reçu les résultats de l'enquête de la police, l'entreprise a immédiatement réintégré Arthur et lui a présenté ses excuses. Le responsable des RH lui a dit en privé que l'entreprise le dédommagerait pour l'incident.
Mais Arthur savait que les dommages à sa réputation étaient déjà faits. Les regards de ses collègues avaient changé. Bien que son innocence ait été prouvée, des rumeurs circulaient toujours derrière son dos. Et surtout, sa carrière dans cette entreprise était pratiquement terminée. Fin janvier, Arthur a reçu un SMS d'Éléonore. Demain à 10 h au bureau du médiateur. Il a regardé le message, tenant son doigt sur l'écran pendant un long moment. Finalement, il a répondu « D'accord ». Le lendemain matin, Arthur a mis son meilleur costume et est arrivé au bureau une demi-heure en avance. À 9h50, Éléonore est apparue. Elle portait un manteau noir, ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval basse. Son visage était légèrement maquillé. En voyant Arthur, elle a hoché la tête sans dire un mot. Ils sont entrés, ont examiné le règlement final du divorce et ont signé les papiers devant un notaire. Toute la procédure a pris moins de 20 minutes. En sortant du bâtiment, Arthur, tenant sa copie du règlement signé, a soudainement dit « Ellie, je suis désolé ». Éléonore s'est arrêtée et, se retournant, l'a regardé. « Pendant ces 3 ans, j'ai eu tort », a dit Arthur, « je n'ai pas rempli mon devoir de mari. Je t'ai fait souffrir. » « C'est bien que tu comprennes cela », a dit Éléonore calmement. « Arthur, je ne te déteste pas, ni ta mère, ni ta sœur. Je suis juste fatigué. Je ne veux plus vivre comme ça. »« Je comprends », a dit Arthur, « tu auras une meilleure vie. »« Toi aussi », a dit Éléonore. « Prends soin de ta mère et de ta sœur. » Sur ce, elle s'est retournée et est partie. Arthur est resté en place, la regardant disparaître dans la foule. Le soleil brillait, mais il ne ressentait aucune chaleur. De retour à l'appartement loué, il a trouvé sa mère et Chloé là. « C'est fait ?» a demandé ma belle-mère. Oui, Arthur a posé le certificat de divorce sur la table. Ma belle-mère, regardant l'épaisse pile de documents juridiques. « Arthur, le regrettes-tu ? Y a-t-il un intérêt à le regretter ?» Arthur a dit avec un rire amer. « Maman, c'est nous qui l'avons mise dehors. » Ma belle-mère est restée silencieuse. Après un moment, elle a soudainement dit « Arthur, je veux retourner chez moi, dans ma ville natale. » Arthur s'est figé. « Maman, je ne fais que te gêner ici, » a dit ma belle-mère. « Tu viens de reprendre le travail. Tu dois payer le loyer. Tu ne peux pas me soutenir. Je vais rentrer chez moi. Au moins, j'y ai un endroit où vivre, et la vie est moins chère. »« Maman, ne dis pas ça, » a dit Arthur, « je peux te soutenir. » « Peux-tu, Arthur ? Ton salaire est de 6 000 €. Le loyer est de 2 500 € plus les charges, c'est déjà plus de 3 000 €. Avec l'argent restant, peux-tu même subvenir à tes besoins ? Sans parler de moi et de Chloé. Arthur a ouvert la bouche mais n'a rien pu dire. « J'ai tout compris, » a dit ma belle-mère, « ces 3 ans, j'ai été trop gourmande. J'ai vécu dans l'appartement d'Éléonore, j'ai profité de ses soins, et je l'ai même critiqué. Maintenant, je pense à quel point j'étais stupide. Maman, laisse-moi rentrer à la maison. Mes amis sont là, mon environnement familier. Ici, je ne serai qu'un fardeau pour toi. » Arthur, regardant le visage vieilli de sa mère, a ressenti une amertume dans son cœur. « Et Chloé, je rentrerai aussi, » a soudainement dit Chloé, « frère, j'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci. Je ne peux plus vivre comme ça. Je dois subvenir à mes besoins. » Arthur a regardé sa sœur avec surprise. « J'ai trouvé un travail dans notre ville natale, » a dit Chloé, « le salaire n'est pas excellent, mais c'est suffisant pour que je vive. Frère, je suis désolé pour tous les ennuis que je t'ai causés toutes ces années. » Les yeux d'Arthur ont brillé. « Chloé, je suis content que tu aies pris cette décision. » 3 jours plus tard, Arthur a conduit sa mère et sa sœur à la gare. Sur le quai, ma belle-mère, tenant la main de son fils, n'a pas pu retenir ses larmes. « Arthur, prends soin de toi. »« Toi aussi, maman, » a dit Arthur. « Je t'enverrai de l'argent chaque mois. » Le train a lentement démarré. Arthur s'est tenu sur le quai, regardant le wagon transportant sa mère et sa sœur s'éloigner au loin. Il a soudain réalisé que sa famille s'était vraiment effondrée. De retour à l'appartement loué, il s'est retrouvé seul dans la pièce vide. Arthur s'est assis sur le canapé convertible, regardant l'environnement minable, et a soudain ri. Était-ce la vie qu'il voulait ? Non.
Il voulait ce foyer chaleureux où un dîner chaud l'attendait chaque soir, où quelqu'un l'attendait. Mais tout cela était du passé. Son téléphone a sonné. C'était l'avocat, Romain. Monsieur Parker, Victor a été condamné, a dit Romain. Diffamation, 3 mois de prison et une amende de 25 000 €. De plus, il doit vous verser une compensation pour préjudice moral et perte de revenus, un total de 50 000 €. Merci, maître Mercier. De rien. Vous le méritez, a dit Romain. Au fait, mademoiselle Martin m'a demandé de vous dire qu'elle a vendu l'appartement et prévoit de partir à l'étranger pour étudier. Elle vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. La main d'Arthur tenant le téléphone s'est serrée. Quand part-elle? La semaine prochaine, a dit Romain. Monsieur Parker, si vous voulez la voir, vous feriez mieux de vous dépêcher. Raccrochant, Arthur est resté assis sur le canapé longtemps. Elle partait. Allait là où il ne pouvait pas la trouver pour commencer une nouvelle vie. Et lui? Il resterait dans cette ville, poursuivant sa vie grise. Arthur a sorti son téléphone et a ouvert sa conversation avec Éléonore. Le dernier message venait de lui. Demain à 10 h à la mairie. Il a réfléchi longtemps et a finalement envoyé un nouveau message. Ellie, bon voyage. Je suis désolé et merci. Le message a été envoyé et une réponse est venue presque immédiatement. Arthur, vis bien. Sur ce, leur histoire a finalement pris fin. 6 mois plus tard, Arthur quitta le travail. Il faisait déjà nuit. Pendant les 6 derniers mois, il était resté tard au travail tous les jours et s'était à peine reposé le week-end. Non pas parce qu'il y avait beaucoup de travail, mais parce qu'il ne voulait pas retourner dans l'appartement loué et vide. Il n'avait pas touché les 50 000 € que Victor lui avait versés. Il avait transféré tout l'argent à sa mère. Ma belle-mère avait pleuré au téléphone et avait refusé, mais il avait insisté. Il avait utilisé l'indemnisation de l'entreprise pour rembourser de vieilles dettes. Il avait économisé l'argent restant, pensant déménager dans un meilleur endroit à l'avenir. Mais il savait que même dans le meilleur des appartements, personne ne l'attendrait plus. En approchant du métro, Arthur a machinalement regardé son téléphone. Éléonore avait mis à jour son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Sur la photo, elle se tenait devant une ancienne cathédrale baignée de soleil, avec un sourire éclatant. La légende, nouveau départ, nouvelle moi. Il y avait beaucoup de « j'aime » et de mots chaleureux dans les commentaires. Arthur, regardant la photo, a eu un rire amer. Elle vivait bien, et c'était suffisant. Il était sur le point de ranger son téléphone quand quelqu'un lui a tapé sur l'épaule. Monsieur Parker. Arthur s'est retourné et a vu une jeune femme. Il l'a regardée avec perplexité. Je suis Sophie, l'assistante d'Éléonore, a dit la femme. Mademoiselle Martin m'a demandé de vous donner quelque chose. Elle lui a tendu un dossier. Arthur l'a pris et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des documents avec une liste détaillée en haut. Qu'est-ce que c'est? Il s'est figé. Mademoiselle Martin a dit que bien que l'appartement soit vendu, elle pense qu'elle devrait vous rendre certaines choses, a dit Sophie. C'est un rapport de toutes vos dépenses pour la famille pendant 3 ans. Bien que ce ne soit pas beaucoup, c'est votre contribution. Arthur a ouvert le document et a vu une liste détaillée. L'argent qu'il donnait à sa mère chaque mois et les courses qu'il achetait parfois. Sur 3 ans, cela s'élevait à un peu plus de 42 500 €. Mademoiselle Martin a dit qu'elle vous transférera cet argent sur votre compte, a dit Sophie. Et elle voulait aussi vous dire merci. Merci? Arthur a eu un rire amer. De quoi me remercie-t-elle? Merci pour les 3 ans que vous avez passés ensemble, a dit Sophie. Mademoiselle Martin a dit que bien que le mariage n'ait pas été parfait, il l'a aidé à grandir. Elle vit bien maintenant et espère que tout ira bien pour vous aussi. Les yeux d'Arthur ont brillé. Et elle vous a aussi demandé de ne pas rester tard au travail, a souri Sophie. La santé est la chose la plus importante. Sur ce, Sophie s'est retournée et est partie. Arthur s'est tenu à l'entrée du métro, tenant le dossier. Il n'a pas bougé longtemps. Il s'est avéré qu'elle savait tout. Savait qu'il donnait de l'argent à sa mère. Savait qu'il achetait parfois des choses pour la maison. Savait que lui, à sa manière, essayait aussi de soutenir la famille. C'est juste que ses efforts étaient trop petits. Si petits qu'il ne pouvait pas compenser sa contribution.
Arthur a rangé les documents et est entré dans le métro. Le wagon était bondé. Il s'est tenu dans un coin et a regardé l'obscurité défiler à l'extérieur de la fenêtre. Son téléphone a vibré. C'était un SMS de la banque. Un dépôt de 42 500 € a été effectué sur votre compte. Arthur, en regardant le message, a soudain ri. Elle avait tout calculé au centime près. C'était tout Éléonore, sérieuse, méticuleuse, responsable, et tout le reste. Et lui? Il n'avait jamais pris ce mariage ni elle au sérieux. Le métro est arrivé à la station. Arthur est sorti du wagon et a parcouru le chemin familier jusqu'à son appartement loué. Passant devant le supermarché, il s'est soudainement arrêté et est entré. Il a acheté quelques provisions et une bouteille de vin rouge. Rentré chez lui, il a ouvert le réfrigérateur, a rangé les provisions, puis s'est assis sur le canapé convertible, a ouvert la bouteille de vin et s'est versé un verre. À toi, Ellie, merci. Il a levé le verre vers la pièce vide. Et je suis désolé. Il l'a bu d'un trait. Le liquide âpre lui a brûlé la gorge, et des larmes ont coulé sur ses joues. Pendant les 6 derniers mois, il s'était dit d'être fort, de regarder vers l'avant. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a osé admettre qu'il le regrettait. Regretter de ne pas l'avoir apprécié, regretter de ne pas l'avoir protégé, regretter de l'avoir laissé porter tant de choses seul. Mais dans ce monde, il n'y a pas de remède au regret. Arthur a fini le vin, s'est levé et est allé à la fenêtre. La ville à l'extérieur brillait de lumière. D'innombrables personnes dans cette ville s'affairaient, vivaient, aimaient et étaient aimées. Et il n'était qu'un d'entre eux. Il a sorti son téléphone et a supprimé le contact d'Éléonore, non parraine, mais pour la laisser partir. Elle avait sa propre nouvelle vie, et il devait avoir la sienne. Même si elle n'y était plus. Puis, après le petit déjeuner, il a mis une chemise propre, a redressé sa cravate et est allé au travail. Dans le métro, il a vu une jeune mère avec un bébé dans les bras. Le bébé dormait profondément sur sa poitrine. Arthur, en regardant cette scène, s'est soudainement souvenu des mots d'Éléonore. Je veux un enfant, notre enfant. Mais à l'époque, il avait dit, attendons. Ce n'est pas le bon moment. Il ne voulait tout simplement pas assumer la responsabilité. Arrivé au travail, il a vu ses collègues se rassembler progressivement. Monsieur Parker, bonjour. Quelqu'un l'a salué. Bonjour. Arthur a hoché la tête et est entré dans son bureau. Un nouveau projet était sur son bureau. Il a ouvert son ordinateur et a commencé à travailler. C'était sa vie maintenant. Ordinaire, sans haut ni bas, mais au moins il vivait et essayait. Pendant sa pause déjeuner, Arthur a ouvert son téléphone et a vu un message de sa mère. Arthur, Chloé et moi allons bien. Chloé a trouvé un petit ami, un homme bien. Toi aussi. Ne sois pas seul tout le temps. Arthur a répondu, maman, je vais bien. Toi et Chloé, prenez soin de vous aussi. Après avoir envoyé le message, il s'est levé et est allé à la fenêtre. Le soleil brillait à travers la vitre, chaud et lumineux. Arthur a pris une profonde inspiration et s'est dit, vis bien, Arthur. Bien qu'il l'ait perdu, la vie continuait. Bien qu'il le regrette, le temps ne pouvait pas être remonté. Tout ce qu'il pouvait faire était de devenir une meilleure personne à l'avenir. Une personne qui s'est appréciée, une personne qui assume ses responsabilités, une personne digne d'amour, même si celle qu'il avait aimée n'était plus là. Dehors, la ville s'agitait toujours. Les gens allaient et venaient, et il n'était qu'un d'entre eux dans cette vaste mer de gens, portant le poids de ses regrets et de ses leçons, poursuivant son chemin.